Bonjour, bienvenue chez DigiSchool. Je suis Floriane Charton, votre professeure de sciences économiques et sociales, et aujourd'hui nous allons parler des défaillances du marché. Avant de s'attaquer aux défaillances du marché, il est quand même important de revoir ce qu'est un marché. Vous avez dû voir, vous devez savoir qu'un marché, c'est un lieu réel ou fictif. Réel, c'est je vais faire mes courses de mes tomates le mardi matin. Fictif, c'est par exemple la bourse. On n'est pas dans un lieu concret, mais c'est un lieu où tout se fait par exemple par Internet. Donc ce lieu réel ou fictif, en fait, c'est un lieu où vont se rencontrer l'offre et la demande. L'offre, ce sont ce qu'on appelle les producteurs, ce sont ceux qui vendent, et la demande, c'est ceux qui achètent, ce sont les consommateurs. Et ils se rencontrent pour se mettre finalement d'accord sur un prix. Et quand on trouve ce prix, ce qu'on appelle l'équilibre. Vous avez la symbolisation de cet équilibre grâce au graphique prix, quantité, offre et demande. Et en fait, on voit très bien sur le graphique qu'on a l'équilibre ici, donc qui est à peu près à cet endroit-là, où vous avez un prix d'équilibre et une quantité d'équilibre qui seront échangés une fois que l'offre et la demande se sont mis d'accord. Ce marché fonctionne uniquement, selon les économistes, si 5 conditions sont réunies. C'est ce qu'on appelle les conditions de la concurrence pure et parfaite. Ces 5 conditions sont les suivantes. La transparence de l'information, c'est-à-dire que tous les agents économiques du marché doivent disposer de la même quantité, de la même qualité d'information. Un exemple, ça va être par exemple la bourse, où on a tous accès, si on veut, aux données du chiffre d'affaires, par exemple, de l'entreprise, de savoir quels sont les produits qu'elle vend, à quel prix, etc. Donc là, la transparence de l'information est totale. Atomicité du marché, ce mot-là, il faut que vous considériez, pour qu'il soit plus facile, qu'il y a le mot atome dedans. C'est-à-dire que chacun des offreurs et de demandeurs sont tout petits. Et c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas influencer d'une partie ou d'une autre le marché tout simplement. Donc atomicité de marché, ça veut dire qu'on a un grand nombre d'offreurs et on a un grand nombre de demandeurs. Si je vous donne un exemple, ça va être par exemple éventuellement l'automobile, où on a quand même un certain nombre de producteurs de voitures et on est un certain nombre de consommateurs en face. La libre circulation des facteurs de production, c'est la numéro 3, c'est-à-dire facteur de production, vous devez avoir vu ça depuis le premier chapitre, c'est le facteur capital et le facteur travail. Ces deux facteurs, en fait, doivent être libres de circuler où ils veulent, c'est-à-dire par exemple pas de frontières. Si on veut investir 10 000 € en Allemagne, on a la possibilité de le faire. Pareil, si un travailleur un travailleur français veut aller travailler aux États-Unis, il est libre de le faire, en tout cas sous certaines conditions, mais il a la possibilité de le faire. C'est ce qu'on appelle la libre circulation des facteurs de production. La numéro 4, donc, c'est la fluidité des agents économiques. Dans ce cas-là, en fait, c'est vraiment tous les agents économiques, les consommateurs, les producteurs, etc., qui sont libres de se déplacer où ils veulent et évidemment d'aller produire ou de consommer dans n'importe quel pays et il n'y a aucune règle qui peut les en empêcher. La cinquième, l'homogénéité des biens et des services, c'est-à-dire que tous les biens sont strictement identiques. Alors, je vous dis tout de suite, c'est une condition qui est un petit peu difficile à illustrer. Pourquoi? Parce que par exemple, quand vous achetez une voiture, vous avez une Renault et une Peugeot. Elles ne sont pas identiques parce qu'elles n'ont pas le même design, les mêmes options, le même moteur, etc. Donc, l'homogénéité des biens et des services, c'est celle qui est la plus difficile à illustrer dans notre société où, justement, le but du jeu, c'est un petit peu de distinguer tous les produits qu'on peut trouver dans notre société. Donc voilà, donc ça, ce sont les 5 conditions. Ce sont les économistes libéraux, donc, qui sont à l'origine du libéralisme, en fait, qui ont mis en place, c'est de la théorie, qui ont mis en place ces 5 conditions. Et ces 5 conditions réunies, ça permet d'avoir l'équilibre dont je vous ai parlé un petit peu avant, entre l'offre et la demande. Si ces 5 conditions ne sont pas réunies, on va se retrouver justement avec des situations un petit peu bizarres, on va dire, et que notre équilibre ne pourra pas se former naturellement. Alors, les défaillances du marché, justement, c'est lorsque l'une des 5 conditions n'est pas réunie. Ça peut être soit une des conditions, souvent c'est ce qui se passe, ça peut être aussi plusieurs conditions en même temps. On va distinguer 3 types de défaillances du marché, les grosses, on va dire, les plus importantes, ce qu'on appelle les asymétries d'information. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de transparence de l'information. Ça veut dire tout simplement asymétrie d'information, que l'information n'est pas symétrique entre tous les agents économiques. Si on prend l'exemple de Findus, par exemple, eux savaient peut-être potentiellement qu'il y avait du cheval dans leurs produits, dans leur lasagne, alors que nous, par exemple, consommateurs, on ne le savait pas. Donc ça, c'est dans ce cas-là, on va parler d'asymétrie d'information. On en distingue deux, la sélection adverse.
lorsque ça porte sur une caractéristique du produit, c'est par exemple le cas de mes lasagnes où je ne sais pas finalement ce qu'il y avait vraiment à l'intérieur, et l'aléa moral lorsque l'asymétrie d'information porte sur le comportement d'un agent, c'est-à-dire lorsque vous travaillez par exemple ou lorsque votre professeur vous donne un devoir à la maison, il ne peut pas contrôler si vous êtes vraiment en train de le faire. Et donc du coup là on parle d'asymétrie d'information, mais on va parler d'aléa moral. Vous savez vous si vous avez révisé ce week-end alors que votre enseignant ne peut pas le savoir. Là il y a un aléa moral. Deuxième type de défaillance du marché, c'est ce qu'on appelle les externalités. Elles peuvent être positives, elles peuvent être négatives. Les externalités, ce sont des conséquences d'une activité économique qui ne sont pas prises en compte par le marché. Soyons clairs par un exemple. Si vous avez une entreprise automobile qui produit, une usine automobile qui produit et qui déverse tous ses déchets dans la rivière, qui est juste à côté, cette pollution ne va pas être prise en compte dans les coûts de production. Ce n'est pas l'entreprise qui va se dire « Ah tiens, je vais aller dépolluer la rivière que je suis en train de polluer » parce que tout simplement, ça va lui coûter de l'argent et que vous savez bien que le but du jeu pour une entreprise, c'est d'en gagner un maximum. Et donc, dans ces cas-là, on va parler d'externalités négatives et souvent, on verra un petit peu plus tard que c'est l'État qui va venir prendre ça en charge et donc, du coup, ça va être finalement toute la population qui va être impactée, qui va devoir supporter financièrement cette pollution. Positif, parce qu'il en existe quand même des positives. Ça peut être par exemple l'entreprise Renault qui forme ses salariés à construire ses voitures Renault. Finalement, quand elle va les former, même si c'est pour son entreprise, ça va avoir des conséquences positives. Et si mon travailleur veut finalement aller chez Peugeot, eh ben Peugeot va récupérer finalement un travailleur qui sera déjà bien formé ou partiellement formé, et Peugeot n'aura pas à faire cet effort de formation supplémentaire, et donc ça sera une externalité positive, en l'occurrence pour Peugeot, parce qu'il n'aura pas à supporter ou il n'aura pas à financer une formation, puisque Renault, son concurrent, l'aura fait pour lui. Voilà, ça c'est un exemple d'externalité positive. Et enfin, on a les biens collectifs. Les biens collectifs, l'idée c'est que ce sont des biens dont tout le monde peut jouir, donc dont tout le monde peut utiliser, mais il n'y a pas de prix. C'est difficile en fait de faire payer parce qu'on ne sait pas finalement qui utilise ce bien. L'exemple le plus flagrant, c'est le feu d'artifice du 14 juillet. Si vous allez au feu d'artifice devant la Tour Eiffel, par exemple, du 14 juillet, il n'y a pas quelqu'un qui va check savoir si vous étiez là ou pas. Et donc, du coup, vous ne recevez pas chez vous, quelques jours après, une facture en vous disant, puisque vous avez assisté au feu d'artifice du 14 juillet de la Tour Eiffel, vous nous devez 200 €. Le feu d'artifice, puisque c'est quelque chose dont tout le monde peut bénéficier librement, mais on est incapable de savoir finalement qui a pu le consommer, ça pose un problème, c'est que les entreprises n'ont pas spécialement envie de produire un bien pour lequel elles n'auront aucune recette, puisqu'elles ne pourront pas faire payer les consommateurs. Et bien voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à consulter d'autres vidéos, notamment celles sur les défaillances du marché, donc les asymétries d'information, les biens collectifs et les externalités, pour en savoir un peu plus. À bientôt sur DigiSchool.